Bon, Alain Stroel, je suis professeur à l'UC Louvain, en ce compris sur le campus de Bruxelles-Saint-Louis. Je suis professeur de droit, tout spécialement de droit d'auteur, droit du numérique. Voilà. Alors, c'est tout nouveau, donc on est en train un tout petit peu d'y réfléchir, on expérimente, donc il n'y a pas d'usage standardisé encore, mais c'est vrai que dès le mois de février, j'avais constaté que 80% des étudiants avaient déjà tâté l'outil, donc il fallait l'intégrer. Et ça, c'était dans le cadre, une expérimentation dans le cadre d'un séminaire d'accompagnement du mémoire, donc avec un groupe d'une douzaine d'étudiants. Et pour la première année, dans le cadre de cet accompagnement, ils doivent d'abord développer leurs questions de recherche, et puis ils doivent donc l'expliquer en 2 pages, et puis proposer un plan et quelques fiches de lecture. Et je leur avais proposé, en ce qui concerne le plan, d'abord, une fois qu'ils ont élaboré leur question de recherche, de la poser à ChatGPT, qui génère alors un premier plan, et ils devaient introduire dans leur travail de fin d'année ce plan-là, et puis un plan alors enrichi par leur réflexion, leur lecture, et on pouvait juger alors l'amélioration, et c'était aussi intéressant pour voir les limites de ChatGPT dans chaque travail sur chaque sujet, puisque ça se répète très très fort en ce qui concerne la structure. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, il y a sur le plan formel, oui, mais donc tout dépend ce qu'on leur demande. Et je pense qu'à l'avenir, on ne peut plus leur demander de rédiger des papers, ce qui n'est pas souvent le cas en droit. Donc je pense que c'est d'abord plus le cas dans les universités anglo-saxonnes, où il y avait beaucoup de papers comme système d'évaluation. Je crois que ça, on peut plus ou moins oublier, en tout cas quand sur des thèmes généraux. Et donc j'ai un cours justement avec un économiste à Saint-Louis, et là, on avait l'habitude de leur demander un paper avec une dimension juridique et économique sur un thème relatif au marché d'information. Et là, on a constaté une amélioration sur la forme. Donc, ils ont utilisé, je pense, certains outils, en tout cas pour améliorer la forme. Et certains, sans doute, l'ont utilisé. Donc là, on n'avait pas donné d'instructions très très claires. Bon, c'était quelques mois après la sortie de ChatGPT, donc, mais ça, il faut revoir. Donc ça, je pense qu'on ne peut plus utiliser ce mode d'évaluation-là, parce que là, c'est des thèmes assez généraux sur ces marchés de l'information. Mais en droit, en fait, on a peut-être l'avantage, c'est que le droit doit toujours être appliqué à des situations de fait qui sont très particulières, et aussi le droit est très national, et le niveau en fait d'analyse de ces outils jusqu'à présent, parce que ChatGPT est généraliste, c'est pas un chatbot pour le droit, n'est pas suffisant que pour être satisfaisant sur le plan juridique. Et je ne sais pas non plus exactement dans quelle mesure il arrivera, par exemple, à faire des analyses qui permettent d'appliquer la règle. Il peut peut-être sortir la règle, c'est vrai. Bon, on a fait des tests, hein, c'est vrai. Pour démarrer une recherche, c'est utile parce qu'il offre une panoplie raisonnable de sources, même si... Voilà, il faut toujours vérifier les sources, bien entendu, avec ChatGPT. Mais au-delà de ça, c'est pas tout à fait sûr, pour le moment, qui peut vraiment aider lorsqu'on a des précisions. Et c'est quand même un travail, généralement, le droit de plus grande précision par rapport à une constellation de faits. Et là, il ne capte pas ça très très bien. Donc, je pense que... il doit progresser, et on aura sans doute des chatbots qui sont dédiés au droit. Il en existe un, on en a parlé, mais je ne l'ai pas utilisé. Il est utilisé dans des grands cabinets. Il s'appelle Harvey, évidemment, référence à la série bien connue. Mais d'après les retours des avocats, par exemple, dans ce cabinet-là, c'est aussi un peu tempéré. Donc, très bien pour un début de recherche, mais on voit aussi les limites. Donc, on n'est pas encore là avec les dents comme on le rêve, mais il faut intégrer effectivement ChatGPT dans différentes pratiques, et donc là, on expérimente.
Oui, mais donc d'abord, il devrait alors ingurgiter des corpus qui sont des corpus spécifiques. Par exemple, le droit belge. Bon, c'est clair que le droit belge, il a une vague idée et il faut faire très attention parce que je lui ai posé des questions. Il a inventé des décisions de la Cour constitutionnelle qui n'existaient pas. Donc il faut faire justement très attention puisque il veut toujours faire tous les efforts possibles, être très empathique, etc. Donc il cherche et il va vous remettre des sources, même s'il les invente, simplement pour vous faire plaisir, en quelque sorte. Donc il faut s'en méfier, et il y a eu des cas en droit d'ailleurs où certains avocats ont déjà été condamnés parce qu'ils avaient laissé faire, je crois que c'était un jeune avocat, mais ça c'est un cabinet à New York qui avait remis des conclusions dans une affaire où les conclusions renvoyaient à des décisions qui n'existaient pas. Et donc là, ils ont été sanctionnés. Bon, la sanction n'était pas énorme, mais le cabinet a été sanctionné pour une faute déontologique, puisqu'il y a une obligation pour l'avocat de vérifier ses sources. Et il ne peut pas évidemment tenter d'inventer des arguments et des sources pour convaincre le tribunal. Donc pour le moment, il faut quand même fort s'en méfier, en droit en tout cas. Mais ça peut être utile comme point de départ. Et c'est vrai qu'on a fait le test, par exemple, les différents types de contrats de confidentialité. Bon, il offrait sur une page une structuration de la matière qui était intéressante. Et puis il faut creuser. Voilà. Donc oui, c'est utile jusqu'à un certain point. Il faut certainement s'en méfier aussi. Voilà. Alors, je l'ai testé effectivement pour des QCM, puisque auparavant on pouvait faire des choix qui n'étaient pas très multiples, c'était les vrais-faux, mais comme on ne peut plus avoir de points négatifs, les vrais-faux, ça ne marche plus. Avant, c'était possible d'avoir un choix négatif lorsque l'étudiant cochait au hasard la mauvaise réponse. Mais donc, oui, pour les QCM, c'est assez utile. En tout cas, ça permet d'épargner du temps, et ce sont des outils de productivité d'abord. Donc, effectivement, ça prend du temps de taper toutes les mauvaises réponses, et je pense que là, on peut profiter justement de l'effet d'hallucination de ces outils, puisqu'il est capable d'inventer des fausses réponses assez facilement. Donc, c'est très bien. On gagne un peu de temps. Il faut surtout vérifier que la bonne réponse se trouve dans les 5, puisque je lui avais demandé de formuler à certaines questions 5 réponses, dont une vraie. La vraie n'était pas toujours là. Donc bon, mais voilà, c'est utile jusqu'à un certain point. Bon, il fallait encore corriger, mais au moins on peut reprendre certains contenus, et ça évoque des confusions possibles, parce que qui sont sans doute des confusions chez les étudiants avec les fausses réponses qu'il invente. Donc voilà, c'est une certaine utilité, et on prend sa faiblesse pour un avantage. Là, on y gagne un tout petit peu, voilà, puisqu'il hallucine bien. C'est l'assistant qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on a quelques assistants pour nos cours, mais on n'a pas suffisamment d'assistants pour vraiment assister tous les étudiants de manière individuelle. Avec la massification de l'enseignement, quand on a des auditoires de plus de 100 étudiants, et moi ça m'arrive à peu près toujours, ça peut varier entre 80 et 100, et donc individuellement on n'a pas la possibilité, on n'a pas les assistants non plus pour tous les cours, et donc si à l'avenir il y avait une possibilité pour cet outil de suivre d'une certaine façon un parcours d'étudiants pour les faire s'améliorer en cours de semestre, ce serait l'idéal. Mais bon, voilà, ça on ne m'a pas encore parlé de cette faculté-là, mais je suppose qu'il y a peut-être des gens qui travaillent sur ces assistants virtuels que seraient ces intelligences artificielles génératives. Donc voilà, on peut espérer, oui, ça ce serait un beau développement qui comblerait le fait qu'on ne peut pas faire d'accompagnement individuel. Mais donc, généralement, en ce qui concerne l'évaluation, elle se fait en fin de semestre. Quand on a une centaine d'étudiants,
peut pas leur demander non plus des travaux, on n'a pas d'assistant. Donc en fait, c'est des évaluations en fin de semestre dans des examens écrits en salle. Donc voilà, ils ne peuvent pas utiliser d'ailleurs les ordinateurs en salle ou des oraux, parce qu'on a assez bien d'oraux, et en droit c'est important d'avoir des oraux, parce qu'on essaye quand même d'évaluer la capacité argumentative, de développement d'une réponse à partir d'une question. Donc voilà, on a des systèmes d'évaluation qui ne sont pas affectés par l'éruption de ChatGPT. C'est vrai qu'il y a des travaux aussi qui sont généralement alors dans le cadre des exercices pratiques. Donc je dirais qu'il y a peut-être plus de défis pour les assistants, puisque c'est eux qui travaillent, quand on a des assistants, hein. Donc on n'a pas toujours des assistants, parce que les assistants c'est pour les grands cours généralement, dit grands cours d'introduction dans les premières années, mais dès qu'on se spécialise dans certaines branches du droit, et moi je travaille dans des domaines relativement spécialisés, on n'a pas d'assistants en plus. Donc voilà, il n'y a pas de capacité de tester individuellement les étudiants en cours de semestre. Bon, c'est vrai qu'on fait, il y a différents programmes pour certains cours où on limite le nombre, on a un peu de l'évaluation continue avec quelques exercices, mais c'est laborieux et ça prend du temps, donc là peut-être oui, il y aura un usage possible. Alors sinon, il y a quelque chose d'important, je pense que c'est vrai que ce qu'on doit apprendre peut-être aux étudiants, et notamment aux juristes, c'est moins de répondre à des questions que de trouver les bonnes questions. Puisque on peut supposer qu'à l'avenir, on aura des réponses satisfaisantes par ces outils-là, mais il y a quand même tout un travail sur la question, amener la bonne question dans un dialogue, puisqu'on entrera dans des dialogues, enfin ce sont des outils conversationnels, avec une interface pour le moment qui est écrit, on aura l'interface, vous le disiez, speech to text dans quelques temps, avec ces outils comme Alexia, Siri et d'autres. Donc il y aura un aspect de dialogue, et je pense qu'il faudra apprendre à un étudiant de participer à un dialogue en posant aussi des bonnes questions qui amèneront à des réponses satisfaisantes. Donc il y a peut-être aussi un enseignement qui sera moins centré sur effectivement les connaissances qu'on trouve dans les réponses, mais plus dans l'art de poser les questions pour faire avancer le débat et l'argumentation. Et ça fait partie d'ailleurs en principe de ce qu'on souhaite des juristes, parce que les juristes, on parle toujours de la méthode socratique, dans les facultés de droit, notamment anglo-saxonnes, où il y a tout un art de la question-réponse pour essayer d'avancer dans la connaissance et dans l'application d'une règle générale à des faits particuliers, parce que c'est un processus généralement qui se fait par étapes à travers la méthode socratique. Or, on essaye de la faire en séance, mais quand on a de grands groupes, de nouveau, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué de faire parler tout le monde. Peut-être qu'il y aura des possibilités là d'entrer dans ces dialogues constructifs qui permettent de construire une argumentation de plus en plus serrée pour arriver alors à la solution juridique la plus satisfaisante. Bon, voilà, on peut rêver. Mais là, il faudrait tout à fait revoir les règles. De toute façon, il y a un monopole pour les avocats, et la définition de l'avocat renvoie à une personne humaine. Donc en droit, on a beaucoup de définitions quand même, comme en matière de droit d'auteur, c'est ma spécialité, une machine qui génère un texte, même s'il est original, il n'y aura pas de droit d'auteur puisqu'il n'y a pas d'humain derrière. On a des exigences en droit partout d'avoir un humain, et donc il y a un monopole pour des humains qui portent le titre d'avocat, qui sont les seuls à pouvoir plaider. Donc on n'aura jamais de machine simplement. On pourrait imaginer, mais ça me paraît encore vraiment très science-fiction, d'avoir un dialogue devant un juge avec un de ces outils-là. Ça, je ne pense pas que ce sera la première application, et c'est pas le cas pour le moment, c'est utilisé
pour essentiellement trouver des sources ou faire des analyses de corpus très importants. Parce qu'il y a des opérations juridiques, par exemple, s'il y a une fusion, acquisition d'entreprises, on doit passer en revue des centaines et parfois des milliers de contrats pour vérifier un peu ce qui se trouve dans la société. C'est ce qu'on appelle le due diligence. Mais donc ça, c'est des masses de documents très importants. Et dans certains procès aussi, les tout grands procès, il y a énormément de pages à parcourir. Alors pour passer tous ces corpus très très importants en revue et en extraire éventuellement des éléments, c'est vrai qu'on a besoin d'armées de juristes. Par exemple, dans les cabinets qui font du droit des affaires, vous avez des armées de juristes qui participent au due diligence et qui passent en revue toutes les clauses de tous ces contrats, ou de toutes les pièces dans un gros dossier pénal. Donc il y a d'autres pratiques. Je connais un peu plus les pratiques en droit des affaires. Et donc là, effectivement, ça c'est utile d'avoir cet outil qui peut ingurgiter tous ces contenus et en tirer sans doute quelque chose. Mais là, il y a encore beaucoup de progrès à faire aussi. Mais donc Harvey, apparemment, est cet outil qui utilise aussi les modèles de langage de grande taille, puisque ce qui est nouveau, on avait déjà des outils de legal tech depuis toujours, généralement mis au point par les éditeurs parce que c'est eux qui ont les corpus pertinents de décision, de doctrine, etc. et qui ont ajouté alors des outils qui sont plutôt des outils de recherche. Mais bon, on a apparemment un ou deux outils qui utilisent les LLM, les Large Language Models, dont ce Harvey, qui est peut-être moins pertinent parce qu'il brasse beaucoup plus large, mais qui peut peut-être être intéressant, effectivement. Voilà, enfin, il n'y a pas que ChatGPT. Ce qui est utile aussi, c'est tous les outils pour lesquels on peut les nourrir et ajouter toute une série de PDF qui passent alors à la moulinette et dont il peut tirer certaines choses. Il n'y a pas de mot de la fin puisque c'est le commencement. On commence à utiliser et il faut continuer à expérimenter, c'est tout. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions dans les universités et je pense qu'elle doit être menée d'ailleurs pas simplement au niveau de l'université mais dans certaines facultés. Donc par exemple, faculté de droit à Bruxelles, Université Saint-Louis, on a un petit comité pour un peu voir quels sont les usages qu'on va autoriser, ceux qu'on va encourager, ceux qu'on va interdire, puisqu'il y en a aussi qu'il faut interdire, bien entendu. Il faut à tout le moins citer ses sources, et donc si on utilise un de ces outils-là, il faut au moins le citer, et vous avez déjà des directives dans certaines universités ou dans d'autres cadres. Donc voilà, il y a des règles à mettre en place, effectivement, pour éviter le plagiat, mais je ne crois pas au système de détection. Donc voilà, il faudra expérimenter, ça c'est le mot de la fin.